Oui, bonjour Azoul. J'ai posé une question. Est-ce que le projet de loi 21, s'il venait à être adopté, va-t-il régler de façon définitive cette question de la laïcité et de la neutralité de l'État? Sur le plan des principes, je suis bien d'accord, mais dans l'application, on parle donc d'appliquer ces aspects-là au personnel en situation d'autorité. D'accord? Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Si on applique, où on est une société laïque de bout en bout, ou on ne l'est pas. D'accord? Et je suis sûr que si on s'arrête à cette là, donc on va y avoir d'autres épisodes où on va ressurgir le débat et les démons, etc. Alors, donc, j'en doute vraiment de l'efficacité de cette loi. Alors, pour illustrer mon doute, j'ai imaginé un peu un scénario un peu peut-être rocambolesque ou irréaliste, etc. Je vais vous parler par exemple du cas des éboueurs. C'est pas un mépris par rapport à cette profession, mais dans nos ordures, on retrouve aussi, je veux dire, notre culture, notre religion, etc. Alors, pourquoi pas un éboueur, au nom de sa religion, il va refuser de ramasser, parce que dans les ordures, il va y avoir des bouteilles de vin, des bouteilles de bière, du porc, de la viande cachère, de la viande halal, du sang, des médicaments. Donc on retrouve de tout ça. Alors comment qu'on va faire? Est-ce qu'on va recruter des éboueurs laïcs? Ou est-ce qu'on va structurer nos ordures en les mettant bac islamique, bac islamique, etc. Merci. Merci, allez-y. A donné cette occasion pour débattre des points très sensibles, comme la laïcité. Moi, je veux surtout m'adresser à M. Omar Aktouf. Je veux vous rôtir pour que vous soyez croustillant. Vous retire pour que vous soyez croustillant. Puisque vous avez dit que vous êtes un méchoui, vous êtes un méchoui, un mouton invité au méchoui. Un agneau invité au méchoui. Donc, voilà. Vous avez été élevé en Algérie, vous avez vécu longtemps en Algérie, vous avez profité de la laïcité qu'on a vécue en Algérie, et vous avez profité plus que moi, j'imagine. Vous avez fait vos études en Algérie, et maintenant, vous venez au Canada pour profiter des acquis aussi du Canada. Parce que... Mais le Canada profite de moi aussi. Hein. Attendez. Le Canada profite de vous, c'est vrai. Je suis un cadeau de 10 millions de dollars au Canada. Exactement. Parce que pour former un docteur, il faut 10 millions de dollars. Oui. L'Algérie vous a perdu sur le plan économique. Oui, elle m'a fichu à la porte. Le Canada vous a gagné sur le plan économique. Mais elle n'a pas eu un bon colis. Parce que... Demandez à mes étudiants. Non, je parle pas, je remets pas en cause vos compétences. Tous les musulmans, tous les Algériens, les Tunisiens, tous ceux qui viennent au Canada, ils sont très très compétents. Ils sont même recherchés. On les a vus dans les usines. Oui, mais ils ne sont pas employés à leurs compétences. C'est pour ça qu'il y a tant de femmes voilées dans les garderies, parce qu'elles sont médecins, elles sont ingénieurs, etc. Elles ne trouvent pas de boulot ailleurs. Elles ne trouvent pas de boulot ailleurs parce qu'on a peur d'elles. Et peut-être si elles qui se réfugient. Il y a 39% de taux de chômage dans la communauté arabe. Excusez-moi, ne me coupez pas la parole parce que moi je ne suis pas habituée à la caméra, donc vous risquez de me... Non, mais vous m'avez interpellé. S'il vous plaît. Alors, ces femmes-là qui sont dans les garderies et tout ça, elles ont choisi ce métier parce qu'elles n'arrivent pas à s'intégrer dans les autres. J'en connais plusieurs qui sont ingénieurs, médecins, qui ne peuvent faire que ça. S'il vous plaît. Excusez-moi. Elles n'arrivent pas à s'intégrer dans les usines. Elles n'arrivent pas à s'intégrer dans les usines. C'est pour ça qu'elles ont choisi le service de garde, l'école et tout ça, parce qu'elles ont face aux enfants. Nous avons face aux directeurs, aux superviseurs. Moi, j'ai 1 milliard de chefs avec moi. Toute la journée, il faut que je leur envoie des messages. Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? C'est quoi mon rapport? Comment j'ai résolu les problèmes? Mais à l'école, on a affaire aux enfants qui ne jugent pas, mais plutôt qui nous copient et qui nous admirent. Moi, j'ai appris au Canada que... Il faut conclure, madame, s'il vous plaît. Les premières personnes qui influencent l'enfant sont les parents et puis les enseignants. J'ai conclu au Canada que les enseignants sont plus influents que les parents. Moi, mes enfants, ils veulent faire le carême, ils veulent devenir musulmans. Tout ça, c'est l'influence de l'école. D'accord. Monsieur, arrêtez vos théories, s'il vous plaît.
utiliser vos théories pour nous donner des solutions. Comment protéger ces petites filles auxquelles on impose le foulard? Comment nous protéger, nous, qui sont mal vus par notre communauté? Comment protéger ces musulmans non pratiquants qui sont intimidés par les musulmans pratiquants? Donc, trouvez-nous des solutions, s'il vous plaît. On a fui l'Algérie pour vivre bien ici. Et finalement, ici, on est empoisonné. Au lieu que vous-même soyez à l'avant-garde de cette société pour la protéger, pour ne pas être ingrat vis-à-vis d'elle, vous êtes en train de protéger ceux qui ont fait des dégâts chez nous. Et puis, regardez qui vous a offert l'emploi. Qu'est-ce qu'ils ont construit, les musulmans en Algérie, au Maroc? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Merci, madame. Ils se sont trop investis dans l'intégrisme. Merci. La première question en fait qu'on se pose pour faire des lois ou des choses comme ça, selon moi, est-ce qu'il y aurait des statistiques pour nous dire le nombre d'enfants qui sont convertis à n'importe quelle religion suite à une tenue vestimentaire de son enseignant ou quoi que ce soit? Ce serait ma première question. Donc selon ce que j'avais entendu en fait pendant vos présentations, on ne parle plus de laïcité, ou plutôt on parle d'une assimilation en fait. C'est comme si on aimerait effacer l'autre, celui qui ne ressemble pas ou celui qui ne s'habille pas comme moi ou comme celui. Je suis vraiment impressionné étant donné que si mon enfant, moi, dans une école où il y avait pas de femme voilée, pas de kippa, pas de croix, pas de rien, demain il va se retrouver dans une société où il y en a tout ça. Il va se poser des questions quand même. Il va se dire, bon, mon école est différente, on ne vit pas dans une même société. Donc ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième point, moi j'ai commencé en fait du projet de loi 21, puis je vais me baser sur le cas kabyle, étant donné que la majorité de ceux qui ont pris la parole, ils ont commencé par le cas kabyle, puis ils sont arrivés ici. Donc moi, quand on parle du cas kabyle, ce serait quoi en fait le rôle du CKC dans la société québécoise? Selon moi, c'est d'amener une expérience en Algérie ou autre, puis de faire des ponts, des liens, afin d'avoir une société harmonieuse, une société qui a plus d'amour, pas de haine contre n'importe qui en fait, je ne sais pas de quelle couleur ou de quelle tenue vestimentaire. C'est-à-dire, mais je comprends vraiment les Québécois qui sont nés ici d'avoir peur d'une femme voilée. Mais franchement, quand on regarde les médias, moi aussi je fais partie, mais parfois ça me fait peur aussi. C'est normal. Donc concluez, 24 s'il vous plaît. Bon, donc vous comprenez mon idée. Puis je finis en fait par l'exemple que vous donnez à chaque fois, la Kabylie. On vient tous de la Kabylie. La Kabylie, il y a des mosquées. J'ai une sœur qui porte un voile, j'ai une autre qui ne porte pas de voile. J'ai des frères qui prient, d'autres qui prient pas, d'autres qui font la prière. Mais arrêtez de dire que la Kabylie est comme ça ou comme ça. Et si vous permettez, s'il vous plaît, quand vous parlez en votre nom. Ne parlez pas au nom des Kabyles. Et merci tout le monde. C'est bon. Je suis d'accord avec vous, monsieur Actif, quand vous parlez de les grands Satan, c'est les États-Unis. Effectivement, les États-Unis, après avoir décollé le rouble, comme vous le dites si bien, aujourd'hui, on le voit avec les problèmes de l'islamisme et pas de l'islam et du wahhabisme qui sont en train de faire couler l'Europe. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce n'est pas parce qu'on fait couler l'Europe qu'on va me marcher sur le corps, monsieur Aktouf. Le corps des femmes. Et le corps des femmes m'intéresse. Et je ne veux pas qu'il soit l'objet, justement, de cette politique que vous dénoncez. Ce qui me fait de la peine, c'est que la gauche dont je fais partie défendait les femmes, défendait la dignité des femmes, défendait la solidarité avec les femmes opprimées. Peu importe qu'elles soient blanches, etc. Moi, blanche, noire, j'ai appris ça ici au Québec, très sincèrement. En Algérie, on est blanc, on est brun et on est noir. Ça ne m'a jamais causé de problème. Ici, j'ai été renvoyée de la Fédération des femmes du Québec parce que je suis trop blanche. Bon, voilà. Donc, voilà. On m'a pas mis... C'est l'islamisme, monsieur Aktouf, qui m'a mis à la porte de l'Algérie, mais pas autre chose. Ni le dollar, ni le... Voilà. Et ben voilà. Donc, seulement, nous le voyons peut-être aujourd'hui différemment. Donc, il est en train de déconstruire l'Europe, parce que c'est une construction qu'il y a eu. C'est vrai, je ne vous cache pas, je choisis mes batailles. Je choisis mes batailles. Et aujourd'hui, pour les femmes, c'est une question de survie. J'ai survécu à l'islamisme. Je ne veux pas
tenter cette expérience ici. Et en Algérie, on disait, l'islamisme, on ne l'essaie, il est comme la mort, on ne l'essaie qu'une seule fois. Je ne veux pas l'essayer une deuxième fois, même si ça me fait ressusciter. Voilà, puisque j'ai été interpellé, donc il faut que je réponde. Non, je m'adresse aussi, les autres aussi peuvent répondre. Maintenant, comment qu'on appelle, on parle de, je ne dirais pas le choix des enseignants ou des enseignantes, parce qu'on focalise sur le voile, et la loi est pour tous les signes religieux. Je vais parler d'une expérience, juste pour témoigner de l'autorité morale qu'a un enseignant. J'étais en Algérie, Monsieur Actou, vous devez savoir, les Algériens qui sont ici, qu'il y avait les écoles diocésaines. Les écoles diocésaines, ce sont des écoles qui étaient tenues par les sœurs et les prêtres, mais qui enseignaient le programme algérien. Mais ils avaient leur tenue. Et c'était à une époque, même un peu plus loin, mes parents qui étaient très pratiquants, je dis bien très pratiquants, voilà, on fait de moi une femme non voilée parce qu'ils étaient laïcs en fait. Alors on allait le samedi, dimanche et le mercredi ou le jeudi parce qu'on n'avait pas classe à Notre-Dame d'Afrique, et puis c'était des femmes religieuses qui s'occupaient de nous. Et c'est vrai qu'elles étaient adorables, qu'elles étaient gentilles, qu'elles étaient merveilleuses. Elles nous faisaient vivre vraiment tout ce que nous ne vivons pas à la maison. Et un jour, je rentre à la maison, mes parents, ma mère dit comme ça. Ah, j'ai dit, c'est magnifique, tu sais, maman, je voudrais vraiment être une sœur. Elles sont tellement bien. C'était la catastrophe. Vous imaginez? Elle ne m'a jamais rien dit, la sœur qui portait des cornettes. Elle ne m'a jamais rien dit. J'ai voulu lui ressembler. Ça s'est arrivé à une amie qui est québécoise ici. Elle rentre dans la chambre de sa fille maternelle, hein. Elle la voit sur un tapis ou un truc comme ça, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Donc, on a supposé que l'enseignante faisait la prière en classe. Et elle lui dit, je veux ressembler à mon enseignante. Qui ici dans la salle n'a pas rêvé un jour de ressembler à son enseignant ou à son enseignante? Qui ici dans la salle n'a pas un jour rentré à la maison pour jouer à l'enseignant ou à l'enseignante? Ils ont un rôle, comment dirais-je, et une ascendance sur les enfants, beaucoup plus que les juges et les policiers. Merci, madame. Maintenant, je reviens, pardon, parce que le pourcentage est très important. Excusez-moi. Quand on parle du pourcentage, monsieur Actouf, quand on parle du pourcentage, moi, ce n'est pas le pourcentage qui m'inquiète. C'est la misère qu'il y a derrière ce pourcentage. Si on tenait compte du pourcentage, on n'aurait jamais mis des lois contre la prostitution. Si on tient compte du pourcentage, on n'aurait jamais eu de prisonniers dans les prisons. Parce qu'il n'y a pas 50% d'hommes et de femmes qui commettent des crimes. Quand c'est une question de pourcentage, monsieur, c'est pas la peine d'agir, c'est une question de pourcentage. S'il y a 3%, ben, il faudrait peut-être arriver à 50% pour agir. Mais le problème, c'est quand on fait passer 3% pour 30%, on crée une société raciste. Non, mes monsieur, étudiants sont devenus des racistes qui me disaient on est envahis par les voiles et les musulmans. Ils sont 30% autour de nous. Alors qu'ils sont que 1,5 de 1%. Ben, oui, mais vos étudiants ne représentent pas quand même les 7 millions de Québécois. J'ai des étudiantes voilées qui ont été agressées à HEC. Monsieur Actouf, je viens de le dire à Madame Simone Veil, Kathleen Veil, pardon, Kathleen Veil à l'Assemblée nationale, qui s'est approchée de moi parce que j'ai été témoignée, et elle m'a dit la même chose que vous, que les femmes voilées se font cracher et elles se font ceci, et pas à Montréal, hein, c'est dans le reste du Canada. Parce qu'on fait croire qu'ils sont beaucoup. Bah oui, mais exactement. C'est ce que je vous dis. Et ce que j'ai répondu à la dame, c'est que moi-même, j'ai été insultée par des femmes voilées. Madame, s'il vous plaît. Et en arabe. Merci, allez-y. Le pourcentage, pour moi, ça veut dire, est-ce que pour vous, ils sont importants? Est-ce qu'il faut agir à 1%, à 0%, ou il faut atteindre 50%? Merci. Et des tenues vestimentaires. On ne va pas au fond des choses, de toutes les valeurs que véhiculent ces religions-là. Merci. Merci, madame. Oui, alors moi, je veux dire d'abord, je suis très contente d'avoir assisté à cette rencontre, qui n'est pas terminée, mais pas loin. Et puis, des conférencières et des conférenciers. Je ne m'attendais pas à tant. Mais Monsieur Actouf, je peux vous dire un mot parce que mon mari, malheureusement décédé il y a 2 ans, avec beaucoup de regrets de ma part, n'est-ce pas? Roch Ouellet, que vous connaissez. Oui. Alors voilà. Donc, d'abord, c'est ça, là. Vraiment, félicitations. Je suis très contente d'avoir assisté à cette rencontre-ci.
Deuxièmement, quand vous parlez, à un moment donné, les bigoudis, tout ça, moi, quand j'avais 20 ans, puis que j'étais dans le bout d'Outremont, à l'Université de Montréal, c'était plutôt drôle que d'autres choses. Mais maintenant que je sais depuis une quinzaine d'années que les femmes marchent en arrière des hommes, que les femmes sont en arrière des autobus, que ci, que ça, alors là, ça va plus, là, non, ça va pas, là. Donc ça, non, ça marche plus, ça, cette histoire-là. Et, bon, moi, j'ai lu votre texte, M. Actouf, mais là, vous parlez de politique. Il y a quand même une distinction entre la démocratie, puis la politique, puis la laïcité. Moi, j'en fais une, en tout cas. Une troisième affaire, dernièrement, j'ai écouté quelques documentaires à la télévision, puis, parce que effectivement, moi, c'est une grande question. Pourquoi l'Arabie saoudite a-t-elle tant exporté, payé des gens pour tuer d'autres mondes? En tout cas, non, mais c'est grave. Et puis... C'est pas l'Arabie saoudite, c'est les États-Unis. Oui, mais il y a autre chose. En 79, il est arrivé Khomeini en Égypte, pas en Égypte, excusez-moi, en Iran. Et puis là, l'Arabie saoudite, pour se maintenir au pouvoir, tout ça, elle avait quand même, comment je dirais ça, obéi, en guillemets, là, les Wahhabis, là. Tu sais, c'était les Wahhabis, là. Bon. Puis là, les Wahhabis, voyant ce qui se passait en Iran, ben là, ils ont demandé plus de comment je dirais ça, plus de pouvoir encore. Donc, l'Arabie saoudite a été obligée, entre guillemets, n'est-ce pas, d'aller de ce côté-là aussi. Alors, en tout cas, pour moi, ça me fait au moins une explication. Parce que c'est grave ce qui s'est passé en Algérie. Pour moi, ça m'a affecté. Puis ce qui se passe dans tous les pays où est-ce qu'il y a tant de guerres, c'est difficile à avaler. Et puis, je suis ici au Québec, je me sens privilégiée. Alors, je ne suis pas comme ces Algériens ou d'autres qui sont dans d'autres pays et qui sont vraiment attaqués. Merci. On m'entend, oui. Merci, M. Laurent Desbois. Je vous remercie de m'accueillir parmi vous. D'ailleurs, Nadia, en arrivant, m'a accueilli joyeusement, comme toujours. Elle me demandait, elle dit, Laurent, es-tu kabyle? Je lui ai répondu qu'aujourd'hui, on l'était tous, mais j'aurais dû peut-être lui demander, et toi? Moi, je suis très honoré d'être ici. Avec ça dit, je vais essayer d'ignorer les États-Unis, les Russes, Sud d'Arabie, pour revenir au Canada tel que le veut votre devise du Congrès. Malheureusement, Mme Simard n'est pas ici. Je suis aussi, je devrais peut-être vous dire, mon signe ostentatoire, c'est un drapeau du Québec et un drapeau des Métis. Malgré mes yeux bleus et mes cheveux blonds, grâce à mes grands-mères, je suis autochtone. Et fier de l'être. Malheureusement, Mme Simard n'est plus là, mais je veux juste préciser quelque chose qu'elle a dit. Elle a parlé des protestants américains qui avaient une mentalité et des catholiques français qui en avaient une tout autre. Elle a raison. Malheureusement, ceux qu'elle mentionnait, c'était les protestants évangélistes qui étaient aux États-Unis. Au Canada, on a vécu toute autre chose, c'est-à-dire il y avait les Français qui ont créé la Nouvelle-France, qui se sont métissés, malgré ce que certains voudraient nous faire croire, avec les Autochtones. J'en suis une preuve vivante. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est ce qu'on appellerait, vous l'avez parlé dans l'Afrique du Nord, c'est les colonisateurs britanniques. Et eux, ce n'étaient pas des paisibles petits évangélistes. Ils ont pris des noms comme, ils s'appellent même aujourd'hui des WASP, White Anglo-Saxon Protestant. C'est pas inventé, ça, et c'est pas dans ma langue traditionnelle. Ça a pris la forme. Et c'est venu d'Irlande du Nord, et pour ceux qui connaissent l'Irlande du Nord, c'est pas exactement l'Irlande du Sud, ça s'appelait des orangistes. Je vous suggère de faire un petit Google et de lire sur ces gens-là. Eux n'ont pas été gentils avec nous, ni au niveau langue, ni au niveau religion, et même pas au niveau couleur, parce qu'ils ont vargé et sur les Québécois, et sur les Chinois, et sur les Juifs, et les Autochtones, effectivement.
Donc, je ferai cette petite distinction-là avec ce que Mme Simard nous a dit. Quant au reste, c'était bien bon. Ah, je m'excuse, j'ai mal compris. Merci. Je suis économiste de formation. Je partage tout à fait votre point de vue, mais en attendant, je suis d'abord une femme aujourd'hui. Et c'est à ce titre que j'interviens. Alors moi, j'ai beaucoup entendu parler de tenue vestimentaire en parlant de voile. J'ai cru comprendre qu'on parlait de marqueurs identitaires aussi, d'objets de dévotion pour quelques-uns. Je m'attendais aujourd'hui à faire avec vous cet exercice que j'ai tenté de faire et je n'ai pas abouti. Mais je pense que Farida va m'aider à le faire sur un exercice de sémantique de ce mot voile. Dans l'école, avec mon macaron, oui, devant mes élèves. Mes élèves, je n'avais pas le droit aussi de faire un discours qui portait sur l'indépendance. Parce que, sachant que je n'avais pas le droit de m'afficher, je n'avais pas le droit aussi de le faire en parole. Il y a des parents qui seraient revenus, les enfants auraient parlé de ça à la maison et tout ça. Donc, le voile et les signes religieux, on parle du voile, mais on parle aussi de la kippa, je n'ai parlé tantôt. On parle aussi du turban, du kirpan. Dans mon école, moi, les enfants avaient le droit d'entrer avec un petit couteau, les enfants sikhs, parce que c'était permis par la Cour suprême, qui l'interdisait dans les cours de justice, où il y a de la police, qui l'interdisait dans les avions, mais qui le permettait dans les écoles, où j'étais le seul qui pouvait intervenir si l'enfant sortait son kirpan pour se défendre contre un hindou ou un autre. Alors, moi, je dis, c'est surtout, moi, c'est pour les petites filles et pour les femmes. Moi, je trouve le voile, ou le hijab, ou le niqab, ou la burqa, ou le tchadar, je trouve ça extrêmement sexiste. Avant d'être un étendard de l'islam, c'est un vêtement sexiste qu'on impose qu'aux femmes. Tantôt, monsieur disait qu'il l'imposerait à tous les hommes. Moi, je disais à mes élèves, quand je travaillais dans le village gay de Montréal, dans le quartier ici, je leur disais, à une petite fille qui me demandait qui était voilée, elle me disait, est-ce que tu es contre ça, toi, le voile? J'ai dit, je serais pour si les hommes ici le portaient dans le village. Parce que les beaux Arabes avec des nuques musclées, puis avec des beaux pectoraux, puis avec les beaux cheveux frisés, ils sont en train d'exciter les homosexuels du quartier. Alors, j'ai dit, on devrait leur imposer le voile. Et mes élèves ont eu votre réaction. C'était des élèves de 6e année. Ils ont eu votre réaction, puis ils ont dit, Luc, tu as tout compris. Alors, j'arrête là, mais je me dis, il faut... moi, je suis d'accord avec la loi de la laïcité parce qu'on va enfin permettre aux femmes de se libérer du voile et peut-être empêcher l'endoctrinement à partir de l'enfance. Des enfants de 6 ans, 7 ans qui sont endoctrinés, des petites filles, avec le cours d'éthique et culture religieuse où on leur dit que pour une musulmane, c'est la normalité que de porter le voile. Ça va de soi, alors que c'est pas vrai. Merci.